Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 1er juin 2025. Au menu aujourd'hui, la journée mondiale du lait célébrée au Mali. Une occasion pour les autorités de sensibiliser sur l'importance du lait et la place qu'il occupe dans l'économie nationale. Et comme nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski, nous parlerons aussi de la vente promotionnelle des moutons. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons avec nous M. Djakalia Ouattara, directeur national des productions et des industries animales. Bonjour Monsieur Ouattara et bienvenue. Bonjour Monsieur Koné. Notre deuxième sujet, c'est la 5e édition de Mali Digital Awards, un espace dédié à la promotion du numérique. Nous aurons plus de détails avec M. Issa Kanadjigui, rapporteur des MDA. Bonjour M. Kanadjigui et bienvenue. Merci, bonjour. La journée mondiale du lait est célébrée aujourd'hui au Mali. Dans son message à cette occasion, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a évoqué les difficultés du Mali à couvrir les besoins en produits laitiers malgré les efforts des autorités. La célébration de la journée vise à encourager la production et la consommation du lait local. Le message du ministre est résumé par Djemba Moussa Konaté. Nous suivons ce reportage et on se retrouve juste après. La stabilisation du cheptel, facteur de souveraineté de notre élevage, avec les aménagements pastoraux et l'incitation à la culture fourragère pour augmenter quantitativement et qualitativement notre production en lait cru local. C'est le thème de la 20e édition de la Journée mondiale du lait. Selon la FAO, les besoins en consommation de lait sont de 62 litres par personne et par an. Celui du Mali est de 30 litres, soit un déficit de 32 litres, d'où le choix de ce thème. Au Mali, la production nationale disponible est de 1 122 122 tonnes. Mais au même moment, le Mali dépense de 20 à 30 milliards de francs CFA par an pour couvrir les besoins de consommation en produits laitiers. Ce paradoxe est effarant. Le faible niveau de transformation et de production laitière, moins de 2% de la production nationale, est notoire, ce qui explique la faiblesse de la valeur ajoutée de cette filière. Les unités de transformation existantes sont localisées dans les centres urbains avec des capacités très limitées. L'édition de cette année se tient dans un contexte particulier où le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et non moins président du Conseil supérieur de l'agriculture, avait octroyé 10% de la production de graines de coton de la campagne agricole 2022 aux éleveurs et cotonculteurs du Mali. Une initiative saluée à sa juste valeur par le chef du département de l'élevage et de la pêche. L'objectif visé à travers cette recommandation du président de la transition est de booster la production animale, les viandes, à travers une bonne alimentation du bétail pendant la période de soudure. Les quantités prévisionnelles de graines de coton correspondant aux 10% de la production de la campagne agricole est estimée à 21 600 tonnes pour la campagne 2024 et le taux d'enlèvement est de 13 920 tonnes, soit 64%. Cette clairvoyance du président de la transition tire sa justification de la volonté manifeste des plus hautes autorités de faire du sous-secteur de l'élevage un pilier essentiel de la croissance économique du pays. Rappelons que la Journée mondiale du lait est célébrée au Mali depuis l'an 2000. Cette année, la journée est célébrée dans plus de 40 pays à travers le monde, dont le Mali. Monsieur le directeur, le Mali, on le sait, est un pays d'élevage, mais au même moment, nous n'arrivons pas à couvrir les besoins de la population en produits laitiers. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Merci bien, monsieur Koné, de m'avoir donné l'opportunité de parler sur un thème très important qui tient aux plus hautes autorités du pays, et en général et en particulier à mon ministre. C'est quand on dit ça, c'est paradoxal. Les gens ne pourront pas comprendre. Et c'est très difficile à comprendre. À ces raisons. Parce que le Mali est le premier pays de l'AIS en matière de cheptel. Ensuite, il est le premier pays aussi, le premier pays de l'IMOA. D'accord.
Donc, il était le second pays de la CEDEAO, comme nous sommes plus dans cette confédération. De l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, on est deuxième. Maintenant, quand on prend la production potentielle de lait au Mali, c'est environ plus d'1 million de tonnes. Vous voyez que ces 1 million de tonnes, c'est seulement 2% de ces 1 million qui sont transformés et qui sont collectés par nos soins. Vous voyez, c'est paradoxal. Parce qu'effectivement, le ministre l'a dit, donc, plus d'1 million de... Pour cela, le ministre de l'élevage et de la pêche, à travers notre service, on a élaboré une stratégie qu'on appelle la stratégie de valorisation de lait cru local, qui est gérée à travers un projet qu'on appelle le projet de développement et de valorisation du lait cru local, qu'on appelle Projet Valais. Ce Projet Valais est en train de chercher des moyens pour mettre en place des centres de collecte. Il faudrait savoir que le Mali vit un élevage extensif. Qui couvre une bonne partie du territoire. Une bonne partie du territoire. Mais les animaux sont loin, ils vont à la recherche des pâturages. Si on n'a pas mis une bonne stratégie en place pour pouvoir collecter ces laits-là, ce sera une peine perdue. Ça veut dire, concrètement, on a une production de plus d'1 million de tonnes, mais vous contrôlez seulement 2% de ces 1 million. Et c'est ce qui fait les 10 500 tonnes en 2024. Et vous prévoyez 15 000 en 2025. Ouais, tout à fait. Parce qu'on a quelques centres de collecte de lait qui ont été mis en place par les produits de Valais. Donc il y a un centre de collecte à Kassela, il y a un centre de collecte à Nosombourg, il y a un centre de collecte à Ségala, il y a un centre de collecte à Moti, un peu partout. Mais ces centres de collecte sont au niveau des centres périurbains. On n'a pas à avoir suffisamment de moyens pour mettre des centres de collecte au niveau local. Donc c'est notre stratégie. Si on a suffisamment de moyens, on pourra mettre des centres au niveau local et envoyer des tricycles frigorifiés qui vont transporter ces centres-là au niveau des éleveurs et amener ça au niveau de ces points de collecte. Les points de collecte vont faire le pré-traitement. Ensuite, ils vont envoyer ça au niveau des centres qui vont faire le traitement final. Maintenant, comment vous arrivez à avoir une idée du reste de la production? Vous contrôlez seulement 2%. Et le reste, comment c'est géré? Ce sont des produits laitiers qui sont déversés comme ça dans les désordres sur le marché? Oui. Sans contrôle? Si la femme Peul ne parvient pas à écouler au niveau des marchés, non, elle verse et puis elle s'en va. Parce que souvent c'était le système de troc. Le système de troc, elle vient avec du lait, elle échange ça soit avec du mil, ou bien avec du sorgho, ou bien avec de l'arachide. C'est besoin alimentaire. C'est un système de troc. Nous, on veut quitter ce système archaïque et amener un système de production. C'est pour cela que l'État nous avait aidé à mettre en place une usine de lait profilé. Mais malheureusement, faute de moyens, cette usine n'a pas pu avoir le jour. Voilà. Maintenant, si on prend les unités de collecte, ces unités-là collectent le lait et le transforment en quoi? Ils le transforment en ghee, en lait caillé, en lait frais, parce que on a... Avec des moyens de conservation. Il y a 2 ou 3 projets qui ont aidé ces centres-là à amener des frigos solaires et des camions solaires qui sont à l'air sain. Quand on prend les PRAPS 1 et les PRAPS 2 à équiper ces centres de collecte, les PDPS aussi à équiper ces centres de collecte à travers les frigos et les véhicules solaires et les tricycles frigorifiés. Donc ces centres-là ont suffisamment de moyens pour conserver la quantité de lait qu'ils parviennent à collecter au niveau local. Donc ils les transforment en lait frais, en lait caillé, en ghee et en fromage. Et maintenant, comme on dit, on n'arrive pas à couvrir les besoins et le Mali dépense entre 20 et 30 milliards de francs CFA pour importer du lait et des produits laitiers et couvrir la population. C'est quand même énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Si vous avez cet argent-là, ça peut vous aider à développer davantage. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est pour cela, à l'issue d'une rencontre avec le département de l'économie et des finances, on nous avait suggéré
de taxer fort l'importation du lait. Parce que le Mali était dans la CEDEAO. Mais à ce moment, vous allez développer davantage la production locale. Très bien. Sinon, la population a besoin de lait. La production locale, on a suffisamment de lait. On a suffisamment de lait. On a suffisamment de lait. Il suffit maintenant de mettre les moyens adéquats pour pouvoir collecter cette quantité énorme-là et mettre à la disposition de la population. Et vous pensez qu'avec ça, vous pouvez couvrir les besoins de la population? Bien sûr, si, par exemple, la taxation est élevée. Parce que comme je disais tantôt, nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO avait imposé un tarif forfaitaire aux produits laitiers et dérivés. Donc le Mali ne pouvait pas s'en dépasser. Mais comme nous ne sommes plus dans la CEDEAO, on peut augmenter cette taxe-là en freinant l'importation du lait. Si on freine, les gens seront obligés de faire recours à la consommation du lait local, qui est très bénéfique même pour l'homme. Parce que vous voyez, les laits que nous importons, c'est du lait en poudre, c'est du lait en poudre, mais dénaturé. Ça veut dire quoi? C'est pas du lait de bonne qualité. De très bonne qualité. La matière grasse, quand on prend ces laits-là, vous allez voir MGV, matière grasse végétale. Donc, ils enlèvent la matière grasse animale, ils incorporent la matière grasse végétale, soit ça veut être l'huile des plantes ordinaires qu'ils incorporent dans les laits pour colorer. Vous voyez qu'il y a des ces laits-là qui ont tendance à être rougeâtres, ou bien non, c'est de la matière grasse végétale et qui, selon la FAO, n'est pas interdit. C'est pour cela qu'on ne peut pas les empêcher d'amener. Mais si nous parvenons à consommer nos laits qui sont de très bonne qualité et qui sont très riches en protéines, en glucides, et en lipides et en matières minéraux. Mais est-ce qu'au même moment, vous arrivez aussi à contrôler réellement la qualité du lait local? Parce que, bon, je ne sais pas trop, mais il y en a qui disent que souvent on fait des rajouts d'eau ou d'autres matières aussi pour augmenter la quantité. Les gens, dans les unités, on peut les détecter. Non, dans les unités, c'est impossible. On peut détecter, en fait. Non, c'est sûr, il y a des appareils, il y a des techniques. Donc, il y a des enzymes que si on met, ça donne d'autres colorations. Si le lait a d'autres produits qui ne sont pas du lait même, ça donne autre coloration. On a ces techniques-là pour pouvoir contrôler. Ça veut dire que le lait qui est au niveau de ces standards de collecte, c'est de très bonne qualité. Ils n'ont même pas intérêt. Parce que c'est du commerce. Si tu vends du lait dénaturé à des gens, prochainement cette personne ne va plus venir chez toi. Et nous avons parlé ici avec vous je crois qu'au mois de mars, de l'opération de distribution d'aliments bétail issus de la trituration de 10% des graines de coton de la campagne agricole. Mais est-ce que cette opération a un impact sur la production laitière? Parce que ça permet quand même de nourrir davantage le bétail, mais est-ce que ça a un impact sur la production laitière? L'idée primaire de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, c'est bien ça. Quand on était dans ce départ au mois de mars, je l'ai bien dit, c'est pas destiné à tous les cheptels maliens. D'accord. C'est pas destiné à tous les cheptels maliens. C'est destiné, c'est destiné uniquement à l'embouche, à la production de lait et aux cotonculteurs. Ce sont les catégories d'animaux que je viens de citer. Uniquement les animaux destinés à la production de lait et uniquement les animaux destinés à la production de l'embouche, de viande. Et les cotonculteurs pour les aider à préparer les animaux en vue de l'hivernage à venir. Voilà, donc le général a estimé que en période de 17, c'est que la base même de la production, c'est l'alimentation. La base même de la production, c'est l'alimentation. Un animal mal nourri ne pourra pas produire. C'est pour cela qu'ils ont mis en place cette stratégie de mettre les 10% des graines de coton au profit des embouchés et des laitiers pour booster la production de viande et la production de lait. Afin que la population lambda ait du lait à moindre coût et de la viande à moindre coût. Mais la production laitière, comment faire pour augmenter la production laitière? Est-ce qu'il faut nourrir beaucoup plus les animaux ou alors
avoir de bonnes races, de bonnes espèces, de races d'animaux qui peuvent produire plus de lait. Les deux vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Quand on prend nos races locales, génétiquement, elles sont limitées. D'accord. Nos races locales, qu'elles soient bien nourries ou pas, même si elles sont bien nourries, elles ne pourront pas dépasser les 5 à 6 litres de lait par jour, par traite. Pour cela, donc, à travers les initiatives présidentielles et l'appui de son Excellence, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, on a mis en place le Centre national d'insémination artificielle. C'est pour améliorer génétiquement nos races locales. Donc, quand on prend les Péri Irimbe de Bamako, il y a des vaches aujourd'hui qui donnent 35 à 40 litres de lait par jour. D'accord. Comparativement à nos races locales qui ne donnent que 3 à 5 litres de lait. Vous voyez la différence? L'impact de l'amélioration génétique. Donc c'est pour cela que... Et donc 35 litres, c'est le maximum actuellement au Mali. Bon, à l'issue de notre visite tout récemment avec son Excellence, le ministre de l'Élevage et de la Pêche à Bougouni, on a vu une vache qui produit 42 litres de lait par jour. Auparavant, on s'était limité... Qui a une alimentation spéciale. Bien sûr, les cultures fourragères. D'où le thème de cette année. Les cultures fourragères. Parce que vous avez un thème assez long quand même. La stabilisation du cheptel, le facteur de souveraineté de notre élevage, avec des aménagements pastoraux et l'incitation à la culture fourragère pour augmenter quantitativement et qualitativement notre production de lait cru local. Ce thème a son sens. On peut traiter ce thème en 2 volets. Le premier volet, ça c'est la sensibilisation, la stabilisation, je veux dire. La stabilisation du cheptel. Voilà, du cheptel. Un cheptel stabilisé a besoin... Stabilisé, ça veut dire quoi? Regrouper ou en tout cas... Non, un cheptel stabilisé, ça veut dire un cheptel qui peut avoir tout ce dont il a besoin... Sur place. En un lieu donné. C'est ça. En un lieu donné. Il ne va divaguer pas, il ne transime pas vers un autre pays. Ou bien parce qu'il ne transime pas d'un village à un autre village. Tout ce dont l'animal a besoin pourra trouver ça sur place. Donc c'est pour cela qu'on a mis une stratégie en place, la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien, qui vient d'être avoir son aval par le gouvernement, le conseil des ministres du mercredi passé. Voilà. Donc on a le cutus maintenant de mettre en valeur, en exergue, cette stratégie que nous désirons mettre en place. Donc pour cela, stabiliser le bétail a plusieurs avantages. La production va augmenter au niveau local. Le plus-value va augmenter au niveau local parce que c'est porteur de richesses. Donc l'agriculture aura aussi son sens parce qu'il y aura de l'engrais à travers les bousses des vaches. Voilà. Donc, quand les animaux sont sur place, il y a la production d'engrais. Très bien. Voilà. Donc ensuite, l'éleveur va avoir son profit augmenté, qui est le plus-value. Donc la population lambda aura aussi suffisamment de lait et de viande. Donc vous voyez que la stabilisation a plusieurs avantages. Cette civilisation ne peut pas aller sans un pâturage digne de ce nom. D'où les cultures fourragères. Maintenant, l'agriculture, l'élevage maintenant n'est plus comme l'élevage dans les années antérieures. Maintenant, on cultive pour les animaux. On cultive pour les animaux. Quand on prend les États-Unis, la France, l'Hollande, c'est le système de ranching. Tu cultives pour les animaux, il y a des spéculations qui peuvent donner 60 tonnes à l'hectare. Destiné aux animaux. Uniquement pour les animaux. C'est le jankin grasse, ou d'où l'herbe à éléphant. D'autres l'appellent maralfalfa. Donc, cette herbe-là peut donner 3 à 6 mois, 60 à 50 à 60 tonnes à l'hectare. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire ça au Mali? Les moyens financiers. Les moyens financiers. Sinon, la capacité technique est là. Mais voilà. Parce que vous, si vous devez le faire aussi, ça va être probablement pendant la saison des pluies. Ces cultures-là, ou bien alors il faut... Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Donc, saison des pluies, c'est bon, mais ce que nous avons dans notre stratégie, c'est aménager. Donc, les aménagements pastoraux. Maintenant, il y a des systèmes d'hydrologie pastorale, les SHPA,
qu'on va mettre sur place. Donc ils vont irriguer permanemment ces parcelles de culture-là. Donc l'animal aura 12 sur 12 de l'air verte. Si ce n'est pas au Mali, au Burkina, au Sénégal et en Mauritanie, il n'y a pas de tourteaux. Il n'y a pas de tourteaux. Donc le tourteau, c'est nous. Les tourteaux, c'est nous. Parce qu'on n'a pas de l'herbe. On n'a pas de l'herbe fraîche. Ouais, toute l'année. On n'a pas de techniques de valorisation de cette herbe-là. Donc c'est pour cela qu'on utilise les tourteaux en guise de complément. Pour combler le déficit alimentaire de ces animaux-là. Monsieur Kanadigui, ça vous intéresse la production laitière au Mali? Vous êtes consommateur, mais vous êtes aussi peut-être un observateur avisé, parce que vous avez aussi, je crois savoir, vous avez fait des études dans ce domaine-là. Oui, effectivement. Et je suis agroéconomiste de formation, sortant de l'IPA-IFRA de Katibougou. Donc, tout à l'heure, dans ses commentaires, il a dit que les femmes qui vendent du lait, et lorsque ça ne marche pas, elles versent. Je ne sais pas si je me trompe. Bon, je ne sais pas si vous avez mis en place une politique de fixation de prix du lait au Mali, qu'elles pourront respecter, ou soit s'il y a des stratégies, ou s'il y a des structures pour orienter ces femmes-là, pour voir comment est-ce qu'elles pourront écouler leur lait. Donc s'il y en a, si vous pouvez partager ça avec nous. Maintenant, le deuxième point, vous savez, chaque année, le Malien dit que les bétails, les volailles, c'est cher. Les bétails, c'est cher. Chaque année, chaque année le prix augmente. Voilà, chaque année le prix augmente. Tout à l'heure, moi je suis quitté au marché avant de venir ici. Donc tout le monde crie. On va parler bientôt de la vente promotionnelle, on va en parler. Maintenant, mais par rapport au lait, vous estimez que importer du lait, c'est important pour combler le déficit sur le plan national, ou alors vous pensez que c'est beaucoup plus avantageux de mettre cet argent-là dans la production locale, dans la transformation du lait local? Bon, moi je pense qu'il faut mettre ça dans la transformation locale. L'idée ici, c'est de trouver un moyen pour soutenir les producteurs locaux, pour si possible les accompagner, les aider à subventionner l'aliment. Il a dit que l'aliment est cher, et une bonne alimentation permet de produire du bon lait. Donc si on soutient ces producteurs-là, on pourra être autosuffisant. Et les organiser aussi pour qu'ils puissent vendre. Voilà, les organiser pour qu'ils puissent la commercialisation, c'est important. Voilà. Alors, monsieur Ouattara, il a posé une question. Est-ce que vous fixez un prix pour la vente du lait et pour permettre à ces femmes-là de vendre facilement le lait? Oui. Là, un prix rémunérateur, un prix tentatif qui est attractif. D'accord. Voilà, pour ces gens-là. Parce que l'État a mis en place une stratégie que je parlais tantôt, la stratégie de valorisation du lait cru local. D'accord. Dans cette stratégie, il est dit de diriger ces gens-là en société coopérative, de les mettre en société coopérative. Donc nous sommes là-dessus. Il y a plusieurs sociétés coopératives qui sont mises en place. Et ce sont ces sociétés coopératives-là, à travers elles, qui approvisionnent les centres de collecte. Ils font quoi? Quand tu amènes ton lait, il y a un prix attractif. Donc ensuite, on dévalque un autre prix qu'on met en réserve pour acheter de l'aliment bétail en période de disette. Qui fait ça? Les sociétés coopératives. Oui. Voilà. Donc vous voyez que la stratégie a commencé déjà. Maintenant, ce qui nous empêche, si je comprends M. Kanadigui, ce dont je parle, ce sont ceux dont on ne peut pas atteindre. C'est ça, oui. Et qui sont loin de nous et de notre contrôle. Qui ne sont pas organisés. Qui ne sont pas organisés et qui sont dans l'élevage extensif. C'est ça. Maintenant, ceux qui sont dans l'élevage semi-intensif, nous sommes organisés en société coopérative. Il y a un prix attractif pour ces gens-là, afin que les centres de collecte puissent fonctionner à merveille. Maintenant, la stratégie, si elle parvient à avoir suffisamment de moyens, on va joindre ceux qui sont au niveau de l'élevage extensif, en quoi faisant? En mettant des motos tricycles frigorifiés. Les motos tricycles frigorifiés qui vont aller à la collecte de ces laits-là et amener au niveau d'un premier point qu'on appelle les points de collecte, qui vont faire le pré-traitement. Parce que le lait ne peut pas transporter 24 heures si ces gens-là, ça va s'écailler. Si ça s'écaille, donc on ne pourra plus avoir la qualité de lait frais. Donc, à travers
cette stratégie, on aura des points de collecte, des motos, des triceries frigorifiées qui vont transporter ces laits et amener ça au niveau des points de collecte, qui vont faire les pré-traitements et ensuite envoyer au niveau des centres. Si d'ici là, on parvenait à avoir suffisamment de moyens pour mettre en place l'usine de lait qui est déjà construite, donc ça sera chose faite. On va même produire du lait en poudre made in Mali. Mais lait en poudre, mais avec aussi des colorants, comme vous dites, parce que le lait en poudre... Non, on ne va pas mettre de colorants. Oui. Parce qu'on aura suffisamment de lait et que selon le goût, les besoins même de la population malienne, on va produire ces laits selon les besoins de la population malienne. Mais si on met d'autres colorants, c'est comme si nous sommes en train d'imiter les marchés locaux. Non, on va faire mieux. Mieux pour que la population ait du très bon lait et à moindre coût. Et vous savez aussi que le Malien consomme peu de lait. Pourtant, sur le plan international, la FAO estime à 65 litres par an et par personne. Et au Mali, on est à 30-35. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé d'importer le lait pour couvrir ces besoins. Vous voyez que ces pays-là, leur taux de consommation a augmenté. Ils ont mis des stratégies. D'accord. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc si je prends la France, et dans les années 80, la France donnait du lait gratuitement aux écoles primaires, les maternelles. Oui, parce que c'est bien pour l'alimentation. C'est purement incitatif. Okay. Quand la personne s'adapte au lait, ils ne pourront plus s'en dépasser. Ce sont des enfants de lait. Donc même s'ils grandissent, ils ont le goût du lait, ils vont toujours chercher du lait. C'est cette stratégie que la France a mise en place. La France n'était pas un pays de grands consommateurs de lait. Ils ont mis cette stratégie depuis la maternelle. Donc, de la maternelle au premier cycle. Du premier cycle au second cycle. Il y avait des pauses de déguisation de lait. Mais chez nous aussi, malgré toutes les difficultés que nous avons, nos enfants boivent aussi du lait, quand même, peut-être pas suffisamment, mais ils boivent du lait aussi. Ouais, ça diffère des milliers. Quand on prend les milliers nomades, bon an, mal an, la consommation annuelle, c'est 30 litres de lait. Et 30 litres de lait. Parce qu'ils ont du lait à leur disposition. Maintenant, quand on prend chez nous, le sud, c'est 3 à 5 litres de lait. Vous voyez la différence? En milieu nomade, c'est 30 litres de lait par personne et par an. Au sud du pays, c'est 3 à 5 litres de lait par personne et par an. Donc c'est pour cela que à travers c'est la moyenne qui fait les 30. C'est la moyenne qui fait les 30. Dans certaines localités, c'est beaucoup plus que d'autres. Voilà. C'est ce qui peut combler ça. Voilà. Maintenant, si on parvenait à mettre cette stratégie, on va mettre des pauses de déguisation de lait dans les écoles. Maintenant, quand ces enfants vont grandir, ils seront accros au lait et l'État aura mettre des stratégies qui vont donner du lait à tout le monde, ils ne vont plus s'en dépasser et la consommation va augmenter. Mais vous allez inciter les enfants à avoir le goût du lait, alors que vous n'avez pas la capacité de leur fournir ce lait-là. Et vous êtes obligé d'importer encore. Non, j'ai dit, si on a les moyens, les deux stratégies vont ensemble. Ah, ok, d'accord. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si tu donnes du lait gratuitement aux enfants, cela veut dire que tu as suffisamment de lait pour les fournir à l'âge adulte. C'est la stratégie qui permet ça. Maintenant, si on a une bonne stratégie, la stratégie elle est bonne déjà, si on parvient à avoir suffisamment de moyens pour mettre en application cette stratégie, donc vous verrez que M. Koné, tout le monde aura du lait, même les enfants, donc c'est le reliquat qui sera donné ça aux enfants là pour les permettre d'être accros au lait. Voilà. D'accord, on va quitter un peu le lait, mais on va rester toujours au niveau du bétail. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski et il y a une opération de vente promotionnelle des moutons. Vous êtes également au centre de cette opération-là. Expliquez-nous concrètement comment vous allez procéder et quelle est la stratégie mise en place pour que les Maliens puissent avoir les moutons facilement et peut-être moins cher. Monsieur Kanadi avait parlé de coûts élevés. Oui, donc il faut reconnaître que cette stratégie-là a commencé depuis 2009. D'accord. C'est pas aujourd'hui.
Donc c'est toujours dans la même organisation des fêtières, parce que l'État, à un moment donné, à travers un projet qu'on avait nommé les Pas des eaux, le programme d'appui pour le développement de l'élevage au Sahel occidental, qui avait mis en place des périmètres pastoraux. Ces périmètres-là, les animaux étaient permanemment dans ces périmètres-là, du 1 au 1 jusqu'au 12 mois de l'année. Donc la production était grande. Donc quand l'animal a suffisamment d'aliments, il produit vite. Même le taux de prolificité va augmenter. Le taux de fécondité va augmenter. Donc ils avaient suffisamment de têtes. Donc le projet là a pris l'initiative d'organiser des ventes promotionnelles. Donc à la fermeture du projet, l'État a dit que c'est une très bonne aubaine. Pourquoi ne pas continuer? Dans la mesure où le projet là a laissé des acquis et que notre service, mon département, mon service, est en train de capitaliser ces acquis-là. C'est le projet qui élevait aussi le cheptel, non? Non, le projet a mis des conditions favorables à travers un périmètre pastoral. Le périmètre pastoral. Dans ces périmètres-là, il y a l'eau, il y a les parcs de vaccination, il y a toutes les commodités dont l'éleveur pourra bénéficier. Donc quand ils ont vu que les animaux augmentaient, comme je dis tantôt, le taux de prolificité, les animaux mettaient bas rapidement parce qu'il y a suffisamment d'aliments. Donc il y avait trop de mal, trop de béliers. Donc ils ont organisé ces ventes-là. Maintenant l'État a vu que c'est très bénéfique. Et maintenant vous organisez ça régulièrement. Maintenant cette année, voilà, cette année, toujours dans la même dynamique, cette année, c'est toujours ces mêmes périmètres qui existent. C'est tous ces mêmes périmètres qui existent. Je disais tantôt dans mes propos avec les laits, c'est l'embouche. D'accord. C'est l'embouche. Donc ils ont bénéficié des tourteaux de l'État à travers une subvention. D'accord. Ceux qui font la vente promotionnelle. Ceux qui font la vente promotionnelle. Ouais. Dans toutes les régions. Donc ils ont bénéficié de la subvention de l'État. Maintenant, à l'approche de la fête, j'envoie des missions. Une mission vers la région de Ségou, qui va prendre la région de Ségou, San, Nono et Massina, pour les sensibiliser. Ceux qui ont bénéficié de la subvention de l'État. Une autre mission va vers Nara, Nyoro, Djema, pour les sensibiliser. À l'issue de cette mission-là, les prix sont discutés. Ils sont volontaires. On leur dit, si vous venez dans nos marchés, les prix seront comme ça. Ils ont dit, ah non, on discute. Vous discutez, ouais. Si nous tombions d'accord, on envoie des macarons pour permettre... Pour les identifier. Pour faciliter les transports. D'accord. Et afin que la police, il n'y a pas de tracasserie routière. D'accord. Il n'y a pas de tracasserie routière, que les animaux viennent en bonne et due forme. Une fois arrivé à Bamako, on a localisé des sites. Et les sites là sont aménagés par nos soins. Et ils auront de l'eau gratuitement. Ils auront ensuite des tourteaux gratuitement. Et ils auront la police pour les sécuriser. On a des agents pour chaque site. Pour veiller à l'application correcte des prix qui sont fixés de commun abord. Mais vous conviendrez aussi que ces prix-là que vous fixez avec les éleveurs sont quand même élevés. Chaque année, le prix monte. Non, c'est pas élevé. Non, c'est pas élevé. Ouais. Pourquoi je dis que c'est pas élevé? Parce qu'on a un mécanisme de suivi de l'ensemble des marchés du Mali. Chaque lundi, j'ai dans mon bureau toute la situation du mercurial, du prix de vente de tous les animaux du Mali chez moi. Donc ensuite, par rapport à cela, c'est pour ça que nous disons que nous, on va déjà avec une idée du prix. On fait la moyenne de ces mercurials-là. Donc pour que la population, ensuite ils ont bénéficié de la subvention. On diminue un peu. Si le marché de Bamako, un mâle adulte est à 100 000 francs, nous on les propose à 75 000 francs ou à 70 000 francs. Ils disent non, on veut aller à 75 000 francs. Donc c'est comme ça nous tombons d'accord. Il y a quelques années, comme les moutons qui sont sur les marchés pour la vente promotionnelle, il y a les verts, les jaunes et puis les rouges. Donc, alors, il y a quelques années, on pouvait avoir un mouton de couleur, enfin avec la marque verte, peut-être à 75 000 ou 80 000.
Mais aujourd'hui, c'est peut-être dans les 125 000. Bon, je vous le concède, mais ça c'est depuis les années 2010, 2015. Hein? Bah oui, peut-être. Non, maintenant, non. Voilà, mais pourquoi ça a augmenté? Non, parce que c'est dit que ça augmente parce qu'on tient de plusieurs facteurs. Parce que vous exportez aussi, parce qu'on sait que le Sénégal est venu, par exemple, négocier l'exportation ne nuit à rien. Une quantité importante de moutons. Ne nuit à rien. Oui. À la capacité de production au niveau national. D'accord. Parce que mais ça permet, mais ça crée quand même une flambée des prix, non? Tous les paramètres sont cernés. Ouais. Tous les paramètres sont cernés. On a ce qu'on appelle le taux d'exploitation. Le taux d'exploitation du cheptel. Ça veut dire quoi? C'est que le cheptel peut donner sans nuire même au cheptel. Voilà, c'est ça le taux d'exploitation. Maintenant, au Mali, on a plus de 21 millions de têtes. Sénégal nous a demandé 16 000. Non. Okay. Le besoin total du Sénégal, c'est 250 000 têtes. D'accord. C'est que le ministre a dit, le besoin total du Sénégal. Maintenant, le Mali doit fournir les 65% de ces 250 000 là. Et les 35% c'est la République de Mauritanie. Voilà, pour cela, pour revenir à votre question, les prix là sont à hauteur de souhait de la population lambda. Parce que le rouge, c'est 75 000. Les 75 000. C'est de tout petit? Non, c'est pas de tout petit. Non, c'est raisonnable. Un Allemand, quand tu vas au marché, les marchés ordinaires là, mais tu ne pourras pas trouver un Allemand digne de ce nom à 75 000. Tout ce que vous trouvez chez nous à 75 000, vous allez le trouver soit à 125 000 ou à 150 000 dans les autres marchés. Monsieur Kanadji, est-ce que vous allez faire un tour sur ces marchés organisés, en tout cas par le ministère, pour avoir votre bélier, ou alors vous pensez que ce n'est pas des béliers de qualité? Oui, moi je pense que c'est mieux de se rendre au marché organisé. Là-bas c'est beaucoup plus organisé et les prix sont connus. Donc déjà les marchés... Il y a combien de centres à Bamako? 5 centres à Bamako. 5 centres. Mais dans toutes les régions aussi. Dans toutes les régions, si vous me permettez. À Bamako, les 5 centres sont le terrain municipal de la commune D, Hippodrome, en commune 3, et à l'ex-terrain Réal de Badjala 1. En commune 4, il y a le terrain Chaba de la Fiabougou. En commune 5, il y a le terrain Solomon Koulibaly de Torokorobougou, non loin de la mairie de la commune 5. Et en commune 6, il y a le terrain de Sogonuko, là où Djara Transport lave ses véhicules-là. Voilà, donc ce sont ces 5-là, communes-là qui sont identifiées par nos soins et gardées par nos soins. Donc, comme ça a commencé, vous avez l'occasion d'aller acheter votre bélier. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est que d'habitude, quand on envoie par exemple les animaux comme les bœufs à l'abattoir, on vérifie la qualité de la viande, on vérifie pour voir si les animaux sont en bonne santé ou pas. Donc je ne sais pas si cette vérification est faite avant la mise sur le marché des animaux. Avec les moutons de la Voilà, avec les moutons. Il y a le risque d'acheter les animaux malades aussi. Donc, voilà. Bon, il y a une nuance. Parce qu'à l'abattoir, il y a deux types d'expressions qu'on appelle l'expression ante-mortem, l'expression avant l'abattage, et l'expression post-mortem et l'expression après l'abattage. C'est différent chez les petits ruminants. Les petits ruminants, même au sein de l'abattoir, il y a une seule expression qui est faite. L'expression post-mortem. Maintenant, l'animal malade, un mouton malade, même de visu, on peut le savoir. Or, chez les bovins, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas le savoir tant un diagnostic approfondi. Voilà, c'est pour cela qu'on ne fait pas, pour répondre à ta question, on ne fait pas d'inspection avant l'entrée des animaux dans nos marchés. Mais on sait savoir que, parce que nos agents sont là-bas, les animaux sont sains et en bonne et due forme. D'accord, je crois que ce débat-là, on pourra le continuer encore, mais nous sommes pris par le temps. Nous passons à notre deuxième sujet. Il s'agit de la 5e édition de Mali Digital Awards, une initiative qui fait la promotion des talents et des solutions numériques au Mali. Le thème de cette année est transformation digitale et industrialisation inclusive, le pari de l'Afrique. La cérémonie, le lancement, était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Revoyons le reportage de Mamadi Koné avant d'échanger avec notre invité.
Les Mali Digital Awards constituent désormais un véritable tremplin pour les talents numériques du pays, des talents qui aspirent à s'exporter vers l'Afrique et le monde entier. Cette 5e édition est placée sous le thème Transformation digitale et industrialisation inclusive, les paris de l'Afrique, avec les États-Unis comme pays invités. Après avoir jeté un regard sur les précédentes éditions, la coordinatrice a salué la présence du Premier ministre à la cérémonie de lancement. Votre présence à nos côtés aujourd'hui dépasse le simple protocole. C'est un grand signal, un signal fort, un signal adressé à tous les jeunes qui hésitent aujourd'hui, à tous les créateurs qui doutent, à tous les innovateurs qui se battent dans l'ombre. En choisissant d'être ici, vous leur dites « Je vous vois, je crois en vous, je suis avec vous ». Merci pour cela. Le thème de cette édition, Transformation digitale et industrialisation inclusive, le pari de l'Afrique, c'est plus qu'un slogan. C'est une direction stratégique clairement donnée par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées. C'est une invitation à repenser nos modèles industriels, à bâtir une Afrique où la technologie ne creuse plus les inégalités, mais les corrige. Il s'agit à travers ces journées de créer une plateforme d'échange entre les acteurs du digital, de l'industrie, des institutions publiques et des bailleurs de fonds, tout en stimulant le développement industriel par l'appropriation des outils numériques. Les meilleures initiatives digitales maliennes et africaines seront mises en avant et des formations pratiques destinées à la jeunesse dans les domaines clés seront également proposées. Comme vous savez, pour développer le numérique, on a besoin de 2 choses importantes. La première chose, c'est le développement des réseaux, des infrastructures, la modernisation des plateformes. Pour vous rassurer que Move Africa Melitel n'épargne aucun effort pour le développement des réseaux des télécommunications en assurant les meilleures qualités de service avec des prix les plus intéressants au niveau de la sous-région. Deuxième partie qui est importante, bien sûr les opérateurs télécoms ne doivent pas se limiter uniquement au développement des réseaux, mais aussi à l'aide et le soutien, bien sûr, des acteurs qui développent des solutions qui permettent justement aux opérateurs d'améliorer leur productivité. Le Premier ministre a salué les initiateurs et les organisateurs de cette belle initiative, en particulier les copromoteurs, avant d'insister sur l'importance du numérique dans la transformation de notre pays. Le numérique, plus qu'un simple secteur d'activité, représente aujourd'hui un véritable levier de transformation, d'inclusion et de souveraineté pour notre pays. C'est pourquoi son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a fait du numérique sa priorité en lançant le 19 juillet 2024 la digitalisation des moyens de paiement de l'État suite à sa déclaration historique le 22 juin 2024 à Sikasso. Au cours de ce lancement, il a fait de la digitalisation de l'administration publique un véritable vecteur de développement et de modernisation des services publics. Depuis, un comité chargé du pilotage de la digitalisation de l'administration, présidé par le chef de l'État lui-même, a été créé. En outre, la digitalisation occupe une place importante dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026, adopté le 19 mai 2025 par le Conseil national de transition. Après 4 éditions, Mali Digital Awards a mis en lumière les talents et les solutions numériques maliennes dans leur diversité. Le gouvernement veut encourager et accompagner cet esprit d'initiative. Ces awards sont les vôtres, ils sont une vitrine de ce que vous êtes capable d'imaginer, de créer et de bâtir pour votre pays et pour notre continent. Je vous invite à faire preuve d'audace, à poursuivre vos rêves, à transformer vos idées en solutions concrètes au service du développement. Notre ambition dans le secteur du numérique est de bâtir une économie numérique solide, inclusive et compétitive qui serve nos objectifs de souveraineté et de progrès social. À cet effet, nous continuerons à investir dans les infrastructures numériques, à soutenir les écosystèmes d'innovation, à renforcer les compétences digitales des jeunes et à contribuer à la simplification de l'environnement des affaires pour les start-up et les entrepreneurs technologiques. Le Mali Digital Award 2025 marque le point de départ d'une nouvelle dynamique que nous voulons durable, inclusive et structurante.
Des trophées de leadership institutionnel ont été remis au ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration pour son soutien aux initiatives et au Premier ministre et chef du gouvernement pour son engagement en faveur de la transformation digitale. Monsieur Kanadigi, vous êtes à votre 5e édition de Mali Digital Awards. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis la première édition? Qu'est-ce qui a changé? Ok. Et si vous me permettez, je vais faire une brève présentation du salon avant de répondre à votre question. Rapidement. Donc, il faut comprendre que le Mali Digital Awards, c'est un mot anglais. En français, ça veut dire le prix du numérique au Mali. Donc, c'est l'un des grands salons maliens du digital. Voilà. Donc, utiliser le digital pour améliorer. Le digital qui est le numérique. Voilà. Ouais. Voilà. C'est différent, le digital et le numérique? Oui, les deux thèmes vont ensemble. Oui. Voilà. Donc, utiliser ce digital pour améliorer les conditions de travail des entreprises qui font face à des contraintes colossales, c'est l'une des vocations premières des Mali Digital Awards. Donc, déjà, il faut comprendre que cette 5e édition a été placée sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement, son Excellence le général Abdoulaye Maïga. Et cette 5e édition également a été parrainée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Donc cette année, le thème qu'on a choisi, je sais qu'on n'arrête pas de le répéter, c'est la transformation digitale et l'industrialisation inclusive, et le pari de l'Afrique. C'est un défi africain. Donc je vais rebondir rapidement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Donc il faut comprendre que le premier, déjà, comme je l'ai dit, on n'arrête pas de le répéter, le thème. Chaque année, il y a un nouveau sujet sur lequel nous débattons. Donc, et puis aussi les autorités, chaque année, qui s'intéressent un peu plus à l'événement. Donc, l'année dernière, par exemple, on avait seulement le ministre de l'économie numérique qui était présent à la cérémonie. Mais cette année, nous avons eu le ministre de l'économie numérique et de l'administration et aussi le Premier ministre qui était présent aussi pour les discours. Et maintenant, quand vous parlez de transformation digitale et industrialisation inclusive, vous voulez dire quoi, par exemple, par transformation digitale? Donc déjà, quand vous regardez l'évolution du monde, l'évolution, donc le monde tend en fait vers le numérique. Tout est en train de se digitaliser. Donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de chercher le lien entre cette évolution digitale-là et l'industrie locale malienne. Trouver un lien, trouver un moyen de lier ces deux sujets. Donc il faut comprendre que dans un contexte mondial marqué par l'émergence du numérique, le numérique comme le levier de l'économie, donc l'Afrique doit miser sur une industrialisation inclusive fondée sur l'innovation et le digital. Donc l'Afrique doit également engager un dialogue stratégique autour de l'intégration des technologies et des industries. Et quand vous dites industrialisation inclusive, ça veut dire quoi aussi? Donc, l'idée en fait c'est de lier le digital, comment faire pour numériser toute l'industrie locale. Voilà, digitaliser l'industrie locale. Donc ça va faciliter les travaux, ça va faire qu'on va gagner en temps et ça fera en sorte que toutes les activités ou toutes les choses que nous faisons nous prenons du temps, donc ça va permettre de réduire le temps de travail. Mais le salon, c'est aussi une occasion de détecter des talents. Vous en avez découvert, vous en avez détecté certainement au cours de cette édition. Et qu'est-ce que vous faites après? Quand les talents se sont détectés, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que vous faites après? Il y a un suivi. Vous faites quoi avec les startups, par exemple, qui se créent? Oui. Déjà, le Mali Digital Awards, on a un accélérateur qui s'appelle le Mali Digital Accelerator. Ça aussi, c'est le MDA. Donc, on a créé cet incubateur-là pour pouvoir accompagner les jeunes lauréats qui obtiennent des prix. L'idée, en fait, c'est pas de collecter ces jeunes talents-là et les laisser dans la nature. L'idée, c'est de rester auprès d'eux, les accompagner. Déjà, quand on forme des jeunes en cybersécurité, c'est de former des hackers
Donc pourquoi former ces jeunes-là et les abandonner? Ils pourront peut-être faire des actions qui vont à l'encontre des objectifs de l'État. Donc je pense qu'il est important pour nous, après avoir remis tous ces prix-là, de faire un suivi derrière. Voilà. Monsieur Ouattara, est-ce que la transformation numérique, digitale, ça intéresse aussi le monde que vous dirigez? Tout à fait. Oui, ça nous concerne à plus d'un titre, parce que l'une de nos vocations est d'exporter la viande. On ne veut plus que nos animaux quittent sur pied pour d'autres horizons. Pour cela, on a besoin de la traçabilité, de la traçabilité du cheptel. Qui part de traçabilité, part forcément du suivi zootechnique, du suivi sanitaire et même le suivi pastoral même du cheptel. Pour cela, on a besoin des pistes. Ça pourra diminuer le vol du bétail. Et, vous voyez qu'en ces temps d'insécurité, beaucoup de nos cheptels sont volés et vendus ailleurs. Mais si ces animaux-là sont digitalisés, ça veut dire qu'on met des pistes dans le rumen. On met des pistes dans le rumen, dans le rumen de l'Allemagne. Bien sûr. Il y a plusieurs techniques. Donc j'ai parlé du rumen. Il y a même des boucles d'oreilles. Il y a plusieurs schémas. C'est pour ça qu'on a contractualisé une convention avec l'Université des sciences techniques de Bamako, avec la FAO, donc afin de nous proposer les mécanismes de prix adéquats et les moins coûtés pour les éleveurs. Monsieur Kanadi, lors de cette 5e édition, qu'est-ce que vous avez découvert de façon particulière? Quel est le talent qui s'est révélé? Oui, déjà, et cette année, il y a 5 entrepreneurs qui ont eu un prix. Nous avons primé 5 entreprises. Pour leur créativité. Voilà, pour leur créativité et tout. Donc, très généralement, les prix qu'on offre, ce sont les prix de meilleure innovation digitale. Il y a aussi le prix de meilleur impact social. Il y a le prix de meilleur produit digital. Il y a les meilleures solutions pour les PME. Puis, il y a également les startups les plus prometteuses. Mais vous les suivez aussi? Vous leur apportez une aide pour que ces startups puissent s'installer réellement, pour qu'elles puissent développer davantage leur création? Oui, notre procédure, c'est quoi? Nous, en fait, comment nous faisons pour détecter ces jeunes-là? Nous lançons un appel à candidature. Donc, ces jeunes-là, ils existent déjà sur les entreprises qui fonctionnent déjà. L'idée, c'est de détecter ces solutions. Ce sont des solutions qui existent et que personne ne soit au courant. Il y a un jeune qui a eu le prix cette année, par exemple. Il a développé une solution qui détecte les présences. Donc, ce sont des présences. Des présences. Quand il a des alarmes, donc quand il place, dès qu'il y a une présence, l'alarme se met à sonner. Donc, ces solutions comme ça, ce sont des trucs qui ne sont pas connus en fait. L'idée, c'est de faire promouvoir et montrer au grand public qu'il y a vraiment des talents au Mali que nous pouvons vraiment exploiter, quoi. Voilà. Et du coup, vous les suivez. Donc, ce n'est pas uniquement pendant les éditions du salon que vous vous intéressez à eux? Non, pas seulement. Je l'ai dit, nous avons créé un incubateur qui est Mali Digital Accélérateur. Donc, l'idée avec cet accélérateur qui fonctionne régulièrement. Voilà, qui fonctionne régulièrement. Donc, c'est de suivre ces jeunes au quotidien. On travaille avec eux, on fait d'autres formations. On fait des formations, on essaie de renforcer un peu leurs compétences pour qu'ils puissent mieux les encourager aussi, pour qu'ils puissent mieux conduire la PME, quoi. Voilà. Et cette année, vous avez parlé des prix, mais il y a peut-être une innovation, une création en dehors de la présence qui est signalée. Vous avez des cas quand même qui ont attiré beaucoup plus le public? Oui. Parce que déjà les prix, ils sont... comment on appelle ça? L'un est devant l'autre. Les prix ne sont pas les mêmes. Donc celui qui trouve le meilleur prix, il a 3 millions. Voilà, donc le prix le moins important, on lui remet 500 000 francs par prix. Donc il y a des prix de 1 million, il y a des prix de 2 millions également. Juste une question, parce que cette édition avait comme pays invité les États-Unis. Pourquoi vous avez choisi les États-Unis? Oui, bon, je suis heureux de vous annoncer que cette année, les Mali Digital Awards ont été invités aux États-Unis. C'est pourquoi vous aussi, vous renvoyez l'ascenseur. Voilà, bon, la coordinatrice du projet a été aux États-Unis pour
pour le prix pour participer à un salon Select USA Invest 100 000 2025. C'est une compétition qu'ils font chaque année et aux États-Unis là-bas. C'est la plus grande plateforme américaine dédiée à la promotion des investissements étrangers. Et cette année, les Mali Digital Awards ont eu l'honneur d'avoir un prix. Donc, puisque nous sommes en contact avec eux, on s'est dit, bon, nous, chaque année, on fait les MDA au Mali. Pourquoi ne pas considérer les États-Unis comme le pays invité? Et ils ont vraiment accepté. Et on a été heureux de les retrouver au MDA. Et peut-être la prochaine fois, il y a un autre pays qui va vous inviter. Et l'édition prochaine sera dédiée à ce pays-là. Oui, non, avec les États-Unis, c'est différent. Parce que le salon sur lequel ils nous ont invités, c'est vraiment un salon d'impact mondial. Vous pensez que vous pouvez apprendre beaucoup plus avec les Américains, en fait? Bon, il peut vous aider aussi à mettre en place certaines structures, non? Oui, bon, les canaux quand même peuvent faire en sorte que le Mali Digital peut aller au-delà de l'Afrique. Voilà, donc c'est un peu un partenariat à long terme qu'on veut faire, on veut constituer avec ce bureau-là. Et vous travaillez déjà sur la 6e édition, la prochaine édition? Oui, on travaille déjà sur la 6e édition. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kanadigui. Je vous remercie aussi, Monsieur Ouattara, d'avoir participé à cette émission. Nous mettons fin à cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Habibatou Koyan Diakité. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. denmisɛnninw don baara kanu bɛ u la ani